C'est très très bien. Voilà, on y va. Ça passe. Bonne journée. On m'a rendu heureuse. Je suis Gaëlle, j'ai 32 ans. Je suis quasiment aveugle. Là, ce qui m'amène aujourd'hui à faire ce film-là, c'est à la fois le diagnostic de cancer que j'ai eu il y a 9 mois, qui a évolué en cancer avec métastase et qui fait que c'est devenu un cancer incurable. Et j'ai toujours eu envie de partager, de transmettre à mon échelle, évidemment, sans prétention, sans dire que voilà, je fais des choses extraordinaires, mais des valeurs, des possibilités autour du handicap notamment. Parce que derrière la notion de handicap, il y a souvent on ne peut pas, beaucoup de croyances limitantes et beaucoup de méconnaissances de la part des personnes qu'on peut rencontrer et qui sont très enfermantes, ces croyances-là, dans l'idée qu'avec le handicap, on ne peut pas faire grand-chose, que ce soit en termes de vie quotidienne, de vie professionnelle, de loisirs, d'accès à la culture, de formation, enfin voilà, de tous les domaines en fait de la vie. Et je maintiens et je milite pour dire que c'est totalement faux. Et heureusement, je ne suis pas la seule, mais on est quand même assez peu entendu. La cécité est visible quand on la croise, mais elle est assez invisible dans globalement tous les domaines de la société, parce que c'est une grande question, tiens. Mais dans tous les cas, c'est le cas. Et quand on veut entreprendre quelque chose et avoir une vie, tout simplement, c'est un parcours du combattant, c'est beaucoup d'énergie à dépenser, c'est beaucoup de volonté, c'est beaucoup de batailles qui relèvent même plus de la volonté au bout d'un moment parce que on a un système en place en face qui ne connaît pas le handicap, n'en tient pas compte et n'a pas particulièrement envie de s'investir dans le sujet. Donc pour essayer de dépasser un peu ça, j'ai toujours eu envie de montrer ce qui était possible de faire et surtout de sortir du côté héroïne, du côté le handicap, quand vous réussissez à faire quelque chose, c'est absolument incroyable, vous êtes une personne extraordinaire, c'est fantastique, etc., etc. Tu peux me faire un lancer à cheval? J'ai pas la force pour le montoir là de lutter. Prête? Ouais. 1, 2, 3. Voilà. Bon, on est parti. Est-ce que tu peux te mettre au milieu et me dire piste et coin? Il y a quelque chose qui me frappe souvent et qui résume assez bien ce que je suis en train de dire. Quand les gens me voient à cheval pour la première fois, ensuite ils viennent me voir et ils me disent « Waouh, c'était super ce que tu as fait ». Et donc à chaque fois je me dis « Ah chouette, on va pouvoir discuter chevaux, équitation, technique, sentiments, enfin voilà tout ce qui fait partie du rapport au cheval ». Et puis on va pouvoir discuter de ce qu'ils ont vu et puis peut-être avoir des pistes d'amélioration et puis voir ce qui était chouette, ce qui était moins chouette, etc. Et en fait, je suis complètement réduite à « C'est incroyable ce que tu arrives à faire en étant aveugle ». Et à chaque fois que j'entends ça, il y a une espèce de petit effondrement intérieur et de déception qui me dit « Ah ouais, on est en 2024 et on en est encore là en fait ». On ne peut pas discuter de personne à personne, on discute de personne à personne handicapée. Et le handicap passe avant. Et c'est complètement normal parce qu'il est méconnu et qu'il n'est pas assez vu, qu'il n'est pas assez perçu, qu'il n'est pas assez montré. Moi je vois un apnéiste qui reste 9 minutes sous l'eau, je vais lui dire « Ah ouais, c'est incroyable ce que tu as fait » parce que je ne sais pas faire ça. Et en fait, s'il m'explique techniquement comment il fait, ça ne va pas réduire la qualité de sa performance, mais ça va me le rendre plus accessible.
et je vais être moins dans l'admiration et plus dans l'échange. Et en fait, c'est ce que j'aimerais qu'on arrive à faire avec le handicap, c'est d'expliquer, de détailler en fait tout simplement comment on fait pour faire les choses. Donc moi, comment je fais avec les chevaux, comment je fais dans ma vie quotidienne, très concrètement, très simplement, pour sortir du côté pouvoir magique, capacité hors du commun, etc. Parce que c'est faux. Enfin, moi je pense que c'est faux. Il y a ma sensibilité qui est la mienne, certes, mais il y a aussi beaucoup de travail, il y a beaucoup de pratiques complémentaires à côté de l'équitation qui m'ont aidé à mieux connaître mon corps, qui m'ont aidé à affûter mes sens. Pour moi, c'est pas exceptionnel, c'est un entraînement en fait, quelque part. J'aimerais qu'on arrive à me rendre et à rendre le handicap plus abordable, plus accessible et moins fascinant et moins effrayant en même temps. Alors au quotidien, ce qui est compliqué principalement, alors c'est pas à la maison. Globalement à la maison, en ayant un handicap visuel, on peut pas mal se débrouiller et faire des aménagements par-ci par-là. Et avec les technologies maintenant, les smartphones, etc., on a quand même pas mal accès à tout ça. Donc on est pas mal aidé, en tout cas ma génération et les suivantes. Ça se complique à partir du moment où on passe la porte de chez nous en général. Parce que les villes sont compliquées et complexes. Parce que, en fonction des villes, on a des systèmes, on a des dispositifs qui sont intéressants pour rendre les déplacements, pour les faciliter. Mais ils sont lents à venir. Il y a des villes dans lesquelles ça se développe pas bien. On est dans une rue que je traverse quasiment quotidiennement. Tous les bus dont j'ai besoin passent ici, ce qui est très pratique, sauf que cette rue est assez dangereuse dans la façon dont elle a été conçue. Alors c'est une rue qui est réservée aux bus, une voie qui est réservée aux bus et aux vélos, et qui n'a pas de passage piéton, sauf un passage qui est loin là-bas, à au moins 100 mètres, peut-être plus. Donc ça fait un petit détour quand même pour y aller. Et donc quand on veut traverser cette rue, il faut à l'oreille écouter qu'il n'y a plus de bus et plus de vélos. Donc les bus c'est à peu près facile, les vélos un peu moins, c'est quand même plus discret. Donc là c'est très calme, mais parfois si je traverse plus proche du carrefour qui est derrière, je vais avoir beaucoup plus de sons, donc de masquage sonore de ce que je voudrais, je vais entendre la circulation des voitures et potentiellement moins facilement les bus qui arrivent. Donc je vais toujours m'arranger pour traverser loin du carrefour qui est derrière moi pour que ce soit le plus calme possible. Parfois on a un bus qui va passer et qui va masquer le bruit d'un autre bus, donc il faut vraiment toujours être vigilante. Et le deuxième problème de cette rue, c'est qu'elle n'a pas de trottoir. Donc visuellement, je crois que c'est délimité. Au niveau tactile, on a à peine un tout petit... c'est même pas matérialisé en fait, c'est juste que là ça descend. Et là on se retrouve sur la route et on n'a aucune délimitation hyper claire, comme un vrai trottoir. Un jour d'inattention, moi je peux tout à fait marcher et me retrouver sur la route sans m'en rendre compte. Alors, ça ne m'est pas trop arrivé encore, parce que j'ai plutôt tendance à raser les murs quand je suis sur ces trottoirs-là, par précaution. Mais c'est une vigilance supplémentaire à avoir, et donc ça, c'est très bien pour les personnes en fauteuil, il n'y a pas de souci, sauf que pour des personnes déficientes visuelles, aveugles et malvoyantes, il n'y a pas de contraste au sol suffisant et il n'y a pas de contraste tactile suffisant non plus pour se sentir en sécurité et pour être absolument certain qu'on est uniquement sur le trottoir. Et comme c'est une rue que j'emprunte assez souvent, je suis absolument jamais sereine quand je traverse cet endroit. Et donc c'est pareil, c'est des choses que j'ai pu signaler à la mairie, à la commune, etc. et qui sont pas prises en compte pour le moment. C'est assez frustrant. Et malheureusement, c'est pas la seule rue qui est comme ça dans la ville, et dans d'autres villes aussi on a ce type d'organisation, surtout sur des rues assez modernes. Et voilà, en gros, plus c'est plat, plus c'est difficile pour nous dans ces conditions en tant que déficients visuels, parce qu'on n'a pas de repères et il faut être particulièrement attentif à ce qu'on fait. Donc ici en fait on a un distributeur de billets qui est équipé d'une prise casque, et normalement quand tout se passe bien, je vais brancher le casque, l'écouteur, et j'ai une synthèse vocale qui va me guider pour m'indiquer ce que j'ai à faire, insérer votre carte, choisissez le montant que vous souhaitez, est-ce que vous voulez un ticket, etc. Donc en fait quand je vais insérer la carte,
Il me donne des instructions pour que je sache quoi faire. Donc là, je vais attendre qu'il me la rende. Et le problème, c'est que parfois, on a la prise casque qui est disponible, mais on n'a pas la synthèse vocale qui est installée en fait dans la machine. Donc la prise casque, évidemment, ne sert à rien. Et ça a été le cas pendant longtemps de ce distributeur. Donc quand le distributeur qui était à l'intérieur de la banque n'était pas accessible, soit parce qu'il était en panne, soit parce que la porte était fermée, moi dans le quartier, j'avais aucun moyen de retirer de l'argent. Donc je me suis retrouvée coincée parfois des dimanches ou des lundis où j'y avais pas accès. J'avais fait plusieurs signalements pour que ça change et ça a mis du temps à changer. Et donc ça peut être le cas dans d'autres endroits. Et c'est quand même très pratique et c'est quand même un droit fondamental en 2024 de pouvoir retirer et disposer de son argent comme on l'entend au moment où on le souhaite, et ce qui n'est pas toujours le cas. Et ça fait partie d'un établissement, d'un ERP, d'un établissement recevant du public, qui est soumis à des normes d'accessibilité et qui, voilà, jusqu'ici n'étaient pas respectées. Donc ici, elles le sont, c'est très bien, mais il y a encore pas mal d'endroits où ce n'est pas le cas. On va avoir le problème des transports en commun, qui est notre... Enfin, je vais dire non, parce que même si c'est souvent le cas en étant malvoyant, mais je vais parler en mon nom. Moi qui est mon mode de transport principal, et en fonction des jours, des endroits, de l'endroit où je veux aller, ça peut être hyper compliqué. Par exemple, tout simplement pour aller voir les chevaux, comme je change de département, j'ai des bus qui vont me rapprocher le plus possible en restant donc, dans le Morbihan. Et après, pour faire la jonction Morbihan-Finistère, je n'ai pas de transport. Donc je dois compter sur des personnes pour me récupérer au plus près dans le Morbihan, au plus loin où je puisse aller, et ensuite m'emmener jusqu'aux écuries. C'est contraignant en termes de transport, surtout que c'est un bus qui passe assez peu. C'est un bus qui va passer toutes les 35-40 minutes en semaine. Le week-end, on est à des passages entre toutes les 2 et 3 heures. Donc il n'y a pas intérêt à le louper, ce qui m'arrive de temps en temps, ce qui est très rageant dans ces cas-là. Et ça, c'est un exemple parmi des tas. Il y a la fréquence des transports en commun, il y a l'endroit où ils peuvent nous déposer, qui peut limiter nos activités quand il n'y a pas de transport à un endroit. Que ce soit bus, métro, tram, pour savoir où on se trouve et où on doit descendre, on a besoin d'avoir des synthèses vocales qui annoncent les stations, la direction du transport qu'on prend, etc. Et malheureusement, c'est loin d'être généralisé, c'est de mieux en mieux. Mais quand je suis arrivée à Lorient, il y a quelques années par exemple, c'était pas le cas. Enfin, c'était en partie le cas. Il y a eu pas mal de soucis ensuite. Maintenant, ça s'est amélioré, ça se passe bien, mais il y a eu une période qui était extrêmement pénible. Soit on n'avait plus du tout de synthèse vocale, soit on avait un volume qui était trop bas, soit la voix était inaudible du fait de sa prononciation. Enfin, il y avait plein de soucis comme ça. Les métros parisiens sont un très bon exemple de ce qui reste à faire en termes de mise aux normes d'accessibilité, parce qu'on a quand même des normes et des lois qui régissent ça. Et là, on a plein de lignes du métro parisien qui ne sont pas vocalisées. Donc, quand on monte dedans, globalement, le plus pratique, en tout cas moi que j'ai trouvé, c'est de compter mes stations, ou de savoir à peu près combien de temps dure mon trajet et de demander à quelqu'un où j'en suis, et puis de compter les dernières stations pour être sûr de descendre à la bonne station. Ce qui est une dépense d'énergie pénible. Ça arrive du coup que je me trompe de station, enfin voilà. À force, on prend l'expérience et on s'en débrouille, mais c'est vrai que ça reste des contraintes réelles. On a aussi les feux tricolores peuvent être équipés de synthèse vocale. Vous avez peut-être déjà entendu ça. Nous, on peut les déclencher en fait avec une télécommande et ils annoncent le nom de la rue. Et on a une petite ritournelle, une petite mélodie qui indique quand le feu est vert pour traverser, ce qui est extrêmement pratique pour localiser le passage piéton, pour savoir dans quelle rue on se trouve si on a un doute, et puis tout simplement pour savoir quand traverser sans devoir analyser à l'oreille le sens de circulation des voitures et savoir à quel moment on peut traverser en sécurité. Et ça, c'est encore loin d'être le cas partout. Et même quand on en a, parfois les feux ne fonctionnent pas correctement. Là, on arrive à un carrefour avec un feu tricolore. Ils devraient tous être équipés en principe, c'est pas toujours le cas. Ici, on a une demi-mesure, c'est-à-dire qu'on a la moitié du carrefour qui est équipé d'un feu tricolore parlant, qui me permet d'entendre si le feu est rouge ou vert. Donc là, j'ai une télécommande, je vais déclencher. Voilà, donc là, j'ai celui de droite qui s'est déclenché au niveau de les cours de Chazelles et qui me dit rouge piéton, donc je vais me rapprocher pour qu'on l'entende.
Et moi, ça me permet de savoir si je peux traverser ou pas, et en plus de trouver mon passage piéton, parce que le feu sonore est forcément proche du passage piéton, donc c'est une aide en plus pour trouver et pour me placer pour ma traversée. Voilà, donc là la petite ritournelle, elle signifie que la traversée est possible. Le problème sur ce carrefour, c'est qu'on a donc la rue de droite qui fonctionne et qui est équipée, mais la rue qui part à gauche qui ne l'est pas. Donc pour trouver le passage piéton, c'est moins pratique. Et c'est surtout que pour savoir quand je veux traverser, je suis obligée d'écouter les démarrages des voitures. Mais c'est plus d'énergie, plus de concentration, alors que si j'avais simplement appuyé sur le bouton pour entendre que cette rue-là est au vert, ça me permettrait simplement de traverser sans me poser de questions. Donc là, on a un feu sonore qui ne fonctionne qu'à moitié, que j'ai signalé plusieurs fois à la commune pour qu'il soit réparé, et ça fait au moins 2 ans et c'est toujours pas le cas. Et ça fait partie des difficultés qu'on peut rencontrer dans le fait qu'on a des outils d'accessibilité qui fonctionnent très bien, mais qui ne sont pas mis en place partout. Et quand on fait des signalements pour avoir des améliorations dans les communes, dans les villes, dans les agglos, ça peut mettre un temps fou avant d'être entendu, voire ne pas arriver du tout et qu'il ne se passe absolument rien. Donc voilà, ça nous rajoute des contraintes sur des choses qui pourraient ne pas être des contraintes en fait. C'est quelques exemples des difficultés qu'on peut avoir en ville qui pourraient être atténuées par davantage d'implication, je dirais, pour mettre tout ça aux normes, mais ça prend un temps fou parce qu'on est minoritaire, parce que certains aménagements ne servent qu'à nous, effectivement, personnes handicapées, visuelles ou autres. Mais ce qui est dommage, c'est que en fait, pas mal d'aménagements peuvent quand même servir à tout type de personnes qui peuvent se retrouver temporairement diminuées dans leur capacité à se déplacer. Personnes âgées, personnes enceintes, personnes avec une poussette, personnes qui se blessent et qui se déplacent en béquille ou autre. Il y a plein de choses qui pourraient être utiles et développer l'offre de transport en commun, ça c'est fou. J'ai pu rencontrer des élus et en fait à chaque fois la réponse c'était bah oui mais ça sert pas à grand monde, et je suis sûre qu'en fait si les transports étaient présents ça servirait à beaucoup plus de monde que ce qu'on pense. Des personnes isolées, des personnes qui ont des enfants scolarisés pas à côté de chez elles, etc. Donc en fait, il y aurait un intérêt, je pense, à rendre les villes plus accessibles, à la base pour les personnes qui ont un handicap, mais en fait pour beaucoup plus de monde que ce qu'on pense. On arrive place de la Gare. C'est une zone, donc, comme toutes les places, qui est complètement ouverte, sans repère en fait, pour savoir où on va. Et la difficulté qu'on va avoir, c'est ici de trouver la porte de la gare. La bande qu'on vient de voir au sol, qu'on vient de suivre, elle est interrompue au niveau du passage piéton qui est derrière moi. Et ça aurait été vraiment intéressant qu'elle soit poursuivie jusqu'à la porte de la gare, ce qui aurait permis de n'avoir plus qu'à la suivre en fait avec le pied, avec la canne. L'idée de si je suis dans la bonne direction ou pas. Pas de souci. Ce qui aurait pu être utile aussi, c'est ce qu'on appelle les balises sonores. Donc c'est l'équivalent de ce qu'on a sur les feux tricolores en fait, qui indiquent feu rouge, feu vert. Sauf qu'on peut les paramétrer pour dire à peu près ce qu'on veut. Et là, on aurait pu par exemple mettre une balise sonore au niveau de la porte de la gare. Donc si j'avais appuyé sur le bouton et que ça m'avait dit entrée gare, et en plus en me nommant l'entrée de la gare parce qu'il y en a 2, ça m'aurait permis moi de m'orienter en écoutant le son de la balise et du coup d'aller tout de suite vers la porte de la gare. Donc là, on est devant l'hôpital où je fais mes soins de chimiothérapie et autres. C'est un espace qui n'est pas évident à repérer parce qu'il y a beaucoup d'allées qui se croisent, etc. Et c'est pas un trajet que j'ai eu l'occasion de repérer avec une personne voyante forcément, parce qu'il n'y a pas toujours la possibilité de faire ça. Donc j'ai commencé à prendre le trajet par essai-erreur. J'ai fait des allers-retours, j'ai vu que là ça fonctionnait pas, là ça fonctionnait petit à petit avec le GPS en soutien. Et j'ai une appli qui me permet en fait de poser une balise, donc ça s'appelle Soundscape. Et donc ça me permet, en déclenchant cette appli depuis la sortie de l'hôpital, de m'orienter. Plus le son est aigu, plus je suis dans la bonne direction. Et plus le son est grave, plus ça m'indique que je suis en train de m'en écarter. Donc là, je vais déclencher l'appli et la balise. Donc c'est sur un iPhone tout à fait standard, qui a une synthèse vocale et qui a donc cette appli en plus. Donc là j'ai plusieurs marqueurs, ça s'appelle des marqueurs, qui ont été enregistrés. J'ai mis des repères à des endroits qui étaient utiles pour moi.
À proximité de Quai-Saint-Bernard, à proximité de route de Diane Forêt, à proximité de route de la Fontaine aux Mises, Alors là, je l'ai perdu. à proximité de Allée Gutenberg, T4, résidence Térémètre, Rank, Plaque, Nouveau. Place Nouveau. Plaque, passage, parc de la parc, passage piéton, 520 C'est pas celui-là. parc, plus beau, chemin forêt, hôpital, grotte, Voilà. hôpital du Score, 15 mètres sud. Donc là, j'ai hôpital du 56 000 Score. Hôpital du Score, passage piéton Rochambeau, 215 mètres sud. Aucune annotation, démarrer la modifier. Là, il me propose démarrer la balise sonore, donc je démarre. Emplacement à proximité. Balise sur hôpital du supprimer la balise. Désactiver le son de la balise. Je suis jamais à 100% sûre de ce que je fais sur ces trajets-là, parce que ça reste quand même une aide, mais c'est jamais parfait. Voilà, donc là c'est bon, j'ai retrouvé mon trajet. Alors, le handicap met mal à l'aise de façon générale, mais le handicap visuel fait peur, particulièrement peur, et de ce fait-là, génère beaucoup d'incompréhension ou de croyances ou de préjugés, parce que c'est le premier sens des humains, parce que tout passe par la vue, et quand une personne qui voit rencontre une personne qui ne voit pas, elle se projette et elle se dit mais moi si demain on m'enlevait la vue, je serais incapable de faire ce que fait cette personne, ou je resterais chez moi, ou je me suiciderais, comme j'ai déjà entendu il y a quelques temps, ça m'est arrivé 2-3 fois qu'on me dise à votre place je me suiciderais, ce qui me faisait beaucoup rire à l'époque. Donc la personne en fait va imaginer, si elle fermait les yeux, comment serait sa vie. Et en fait, il y a une énorme différence entre ça et avoir un handicap visuel depuis des années, parce qu'on met en place des tas de stratégies, parce qu'on s'est adapté en fait, au fait de perdre la vue, à utiliser nos autres sens. Alors que si on ferme les yeux, on n'a pas le temps du tout de s'adapter et d'imaginer comment on peut fonctionner autrement. Moi, si on me plie une jambe et qu'on me laisse une seule jambe pour me déplacer, au début je vais me dire mais la vie est horrible comme ça. Et puis en fait, si ça fait 6 mois que j'ai une seule jambe, je me suis adaptée. J'ai fait plein de choses pour pouvoir me déplacer. Et en fait, ce qui manque, c'est tout simplement de demander à la personne de quoi elle a besoin et comment elle fait. Et pas de tout de suite se dire mais vous pouvez pas faire ça ou vous pouvez faire ça. C'est quelque chose qui est fou en fait, d'entendre des personnes voyantes dire à des personnes aveugles ou malvoyantes ça vous ne pouvez pas le faire, c'est pas possible pour vous. Alors que la seule personne en fait, qui peut se rendre compte vraiment de ce qui est possible ou pas, c'est la personne concernée. Après qu'il y ait des appréhensions, des craintes, c'est normal, mais qu'on en discute avant de fermer les portes. L'exemple le plus récent que j'ai, ça date d'il y a 1 an et demi. J'ai voulu m'inscrire dans un club de randonnée pédestre, tout simplement. Et en fait, j'ai un club qui a dit non, qui m'a refusé, et un club qui a mis en place toute une charte absolument incroyable pour que je puisse participer aux randonnées à base de il vous faudra au moins 3 guides consécutifs pendant la balade qui pourront se relayer pour vous guider. Si vous ne les avez pas, vous ne pouvez pas venir. Enfin voilà, tout un tas de choses complètement aberrantes. Et ce qui est fou, c'est que j'ai toujours eu plus de réticence dans la randonnée pédestre que équestre, et globalement dans les activités équestres, alors que les dangers, on va être honnête, sont bien plus importants avec les chevaux, et surtout en extérieur, même s'il y a plein de choses qui sont possibles, mais réellement les dangers sont plus importants en randonnée à cheval qu'en randonnée à pied guidée par une personne. Et ça, c'est complètement fou du coup d'avoir des réticences pareilles. Et il n'y a pas du tout ce « écoutez, venez, on en discute, vous allez nous expliquer comment vous fonctionnez et on va voir ce qu'on peut mettre en place ». Il y a vraiment soit c'est non, c'est pas possible, soit c'est « ok, mais à nos conditions ». Et en fait, il y a une forme d'infantilisation comme ça. Au-delà de l'invisibilisation, il y a une forme... Mais ça rentre dedans, l'infantilisation. C'est une forme d'invisibilisation de la personne, de lui dire on va décider pour vous ce qui est bon pour vous ou pas, ce qui est possible pour vous ou pas. Et on va vous retirer un peu votre droit d'expression, votre droit de décider, votre droit de choisir. En tant que personne adulte responsable, même avec un handicap, c'est possible d'être une personne adulte responsable. Moi, ce qui me pose souci, c'est pas les peurs, c'est le fait de ne pas dialoguer. C'est le fait de ne pas aller au-delà de ces peurs et de dire j'ai pas envie de discuter avec cette personne, ou je pense pas à lui poser la question de comment elle fonctionne, je vais décider pour elle et je vais plaquer sur elle ce que j'imagine de sa vie. Mais on le fait tous, hein. Moi je le fais certainement dans d'autres circonstances qui ne sont pas liées au handicap, avec d'autres personnes certainement. Mais c'est quand même très présent dans le handicap et ce serait vraiment important que ça change, je pense.
Moi, je suis considérée comme ayant un handicap avec 80% d'incapacité et plus. Il me semble que c'est ce qui est écrit sur ma carte d'invalidité. C'est estimé à partir d'une grille, à partir de critères. C'est un médecin qui décide ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire, 80% d'incapacité ou d'invalidité, quand je suis capable de marcher, de parler, de réfléchir, de faire du sport, de travailler, parce que j'ai travaillé, j'ai été à mon compte. Ça m'a coûté beaucoup d'énergie, ça m'a demandé beaucoup, mais j'ai essayé. Donc je suis capable de faire pas mal de choses et je suis considérée comme ayant 80% minimum d'incapacité et de fait je touche des allocations. Il y a quelque chose qui est très dérangeant dans cette boucle qui est en train de me dire vous n'êtes pas productive, vous n'êtes pas intéressante pour la société quelque part. Vous êtes incapable, vous êtes invalide. Ce terme-là c'est pareil, on pourrait en discuter. Moi, je serais plus à l'aise et ça me satisferait beaucoup plus qu'on m'aide et qu'on aide les personnes à se former, à trouver un emploi, plutôt que de rester avec des allocations. Il y a des personnes qui vivent avec les allocations et qui vont essayer de travailler à leur compte. Il y a des personnes qui vivent avec les allocations et qui vont, entre guillemets, profiter de la vie et faire des choses pour elles. Parfois s'impliquer au niveau bénévole, parfois simplement vivre pour elles. Il y a des personnes qui sont extrêmement isolés, qui vivent simplement d'allocations, qui ne voient personne et qui sont complètement isolés, qui sont très seuls. Toucher de l'argent et être isolé et ne pas avoir de vie sociale, de loisirs, de vie professionnelle, parce qu'on n'a pas la force, parce qu'on n'a pas trouvé les personnes pour nous accompagner, les structures pour nous accompagner, parce qu'on nous a dit que de toute façon on n'était pas capable. On peut vite se laisser enfermer dans ces croyances-là. Et toucher de l'argent, ça ne vaut pas ça. Enfin, à mon sens, ça ne vaut pas ça. C'est plus difficile de se faire des contacts. C'est plus difficile peut-être de se sentir appartenir à la société. Et il y a un sentiment aussi qui est important chez l'humain, je crois, c'est le sentiment d'être utile. Alors d'avoir de la reconnaissance et d'être utile. Et de contribuer à quelque chose et de sentir qu'on peut apporter quelque chose. Et ça peut se réaliser effectivement par le travail, alors pas seulement, parce qu'il y a des emplois évidemment qui ne permettent pas ça et qui ne sont pas valorisants, mais il y a quand même quelque chose de ça. Si on fait un métier qu'on a choisi et qui nous plaît, on peut s'épanouir entre autres par là, et rencontrer du monde, et avoir des buts dans sa journée, et avoir une routine qui sécurise et qui motive. Il y a des gens à qui ça ne va pas du tout convenir, il y a des gens, j'en connais, qui... Même si leur travail n'est pas totalement satisfaisant, ils aiment quand même cette sécurité d'avoir un emploi du temps à tenir, de se lever le matin pour aller travailler, de voir les collègues, etc. Ça fait des contacts sociaux, ça fait des relations, ça fait, oui, des buts. Et en ayant un handicap, ça peut être valorisant effectivement de travailler tout simplement. Donc voilà, moi c'est cet aspect-là qui me gêne et qui m'a toujours gênée. Et j'ai toujours été dérangée de percevoir des aides. Seulement sur la base du fait que j'avais un handicap, sans qu'on m'aide particulièrement à travailler et à ne plus en avoir besoin, et à gagner ma vie par moi-même en fait. Qui n'est jamais assez rempli. Ah bah du coup, elle n'est pas contente Avec Diva. Alors ça... T'as des bêtes? Non, il y a plein de mouches. J'ai toujours été attirée par les animaux et j'ai toujours eu besoin d'eux. Ça a toujours été un pilier pour moi et un moyen de trouver un équilibre depuis que je suis petite. Et donc les chevaux sont entrés comme ça parce que j'avais une amie de collège, de classe qui montait à cheval et qui m'a emmenée une fois en reprise avec elle. Et donc à partir de là, j'ai commencé à monter. Donc j'ai fait mes premières années en centre équestre, comme beaucoup de cavaliers. J'ai passé quelques galops, j'ai essayé plusieurs disciplines. J'ai jamais fait vraiment de compétition, mais j'ai essayé plusieurs choses. J'ai fait de la rando, j'ai fait de la voltige, j'ai sauté un peu, j'ai fait un peu de dressage. Enfin voilà, j'étais assez curieuse de tout en fait. Et assez casse-cou aussi, il faut avouer. J'avais pas peur à cheval à l'époque. Et donc j'ai continué comme ça, d'abord en cours collectif, et ensuite à partir du galop 4, je crois. En cours individuel parce que le club où je montais ne voulait plus que je monte en reprise, ils trouvaient ça trop dangereux. Donc j'ai changé de structure et j'ai pris des cours particuliers, j'ai eu cette chance-là.
parce que ça a été très intéressant du coup de monter 1 heure par semaine en ayant un enseignant qui était là uniquement pour moi pendant 1 heure. C'est clair que ça a été une chance. Ensuite, je me suis éloignée des centres équestres parce que le cheval devenait de plus en plus important pour moi dans mes réflexions, dans mes recherches. Et il commençait à passer avant l'équitation. Et en centre équestre, enfin en tout cas dans le modèle de centre équestre que je fréquentais à l'époque, et ça fait 20 ans maintenant, 15 ans, 20 ans, c'était pas vraiment ce qui se passait. Ça a évolué aujourd'hui, il y a des structures qui avancent, d'autres pas. Mais en tout cas, moi, dans ce que j'avais, c'était pas ça du tout. Et donc je me suis éloignée de ça et j'ai commencé à prendre des chevaux en demi-pension. 2 en fait, principalement. Qui m'ont beaucoup appris aussi parce que ils m'ont poussé à prendre des initiatives, ils m'ont poussé à continuer à chercher dans ma démarche. Ils m'ont fait prendre pas mal confiance en moi, mine de rien, parce que j'étais autonome dans le travail de ces chevaux, donc j'expérimentais par moi-même et ça me plaisait énormément. Et j'ai continué comme ça et j'ai eu une phase où j'ai complètement arrêté le contact avec les chevaux. J'ai vu pas mal de personnes faire ça aussi. Quand on rentre dans une réflexion où on se soucie vraiment du cheval, il y a un moment où on se pose vraiment des questions de notre légitimité à être là et à lui demander des choses. Et je vais reparler en mon nom pour le coup, mais moi je me suis considérée comme maltraitante à un moment. Et je me suis dit, j'arrête en fait le contact avec les chevaux et j'arrête de monter à cheval parce que oui, pour moi c'était de la maltraitance, dans la recherche où j'en étais à ce moment-là. Et puis j'ai commencé à rencontrer des personnes qui m'ont montré complètement autre chose. Des petites structures, des personnes qui avaient peu de chevaux, mais qui avaient un enseignement qui était très différent de ce que j'avais connu jusque-là. Et qui me faisaient travailler beaucoup sur moi, en fait, sur ce que je venais chercher avec les chevaux, sur ma présence avec les chevaux, sur ma posture aussi, à pied, montée. Et là, ça m'a ouvert encore des possibilités de me dire, en fait, peut-être qu'on peut discuter avec les chevaux en ayant leur accord, en essayant de faire des choses qu'ils aiment aussi, en essayant de tenir compte de leur personnalité, sans forcément être juste maltraitant comme je le considérais à ce moment-là. Voilà. Ok. T'es prêt à trotter? Ah bien, on trotte. Voilà, bien. Allez mon chat. Oui. Super. Ça a été vraiment très enrichissant d'évoluer dans ce sens-là. Et après, j'ai Alu, donc ma première jument, qui m'est tombée dessus, on va le dire comme ça. C'était donc il y a 4 ans, en 2020, pendant le Covid, en plein confinement. Alors c'est une histoire complètement improbable. Je ne cherchais pas du tout à acheter un cheval à ce moment-là. Je regardais simplement mon fil d'actualité sur Facebook et je tombe sur une amie qui partage l'annonce d'une association qui récupère des trotteurs réformés de course et qui permet à des particuliers comme moi de les récupérer et de vivre avec eux. Je vois l'annonce avec plusieurs profils de chevaux et je vois le nom de Aludaria, c'est son nom complet. Et je ne sais pas pourquoi, juste en lisant ce nom, il y a quelque chose qui... Je sais pas. Il y a une sensation dans le ventre, dans le corps, quelque chose de complètement irrationnel qui est comme une espèce d'électrochoc et je me dis, il faut que j'aille voir cette jument. Et je me dis, c'est aberrant, ça n'a pas de sens en fait de faire ça. J'étais très rationnelle et très dans le mental à l'époque. C'est toujours un peu le cas, mais ça a beaucoup évolué quand même. Et donc tout de suite j'ai éteint cette sensation et je me dis, non, ça n'a pas de sens, n'importe quoi. Et puis j'en parle à cette amie, et à force de discuter, je me dis quand même, je sais pas, ça revient, ça me lâche pas, ça me pousse, il faut que j'aille voir ce cheval. Et au bout d'un moment, elle me dit, mais au pire, on y va ensemble, ça t'engage à rien de toute façon, tu vas la rencontrer et voilà, c'est tout. Donc en plein confinement, nous voilà partis rencontrer la jument dans la structure de l'association. Et je rencontre cette petite jument de 3 ans, toute fine, toute sensible, qui me confirme que oui, il y a quelque chose qui se passe. Donc je passe un peu de temps avec elle et je dis à l'association, je prends le temps quand même de réfléchir, est-ce que je peux repasser une 2e fois? Ils me disent oui, aucun souci, quand tu veux. Donc je rentre, je réfléchis, je reviens une 2e fois, mais en fait je me raconte des histoires parce que je savais très bien que j'étais fichue et que la jument elle allait repartir avec moi à un moment. Je retourne la voir. Et je me rends compte que ça va pas être simple à ce moment-là aussi, parce que petite jument très sensible, avec des craintes, avec... alors,
pas de la force physique, mais par contre, capacité à monter dans les émotions assez forte. Et je me dis, bon, effectivement, je vois que ça va pas être simple, mais je sais pas. Il y a à la fois cette attirance pour elle qui est sortie un peu de nulle part, qui est pas explicable. Et à l'époque, j'avais envie, je pense encore, de me prouver des choses. J'aimais les défis et j'aimais la complexité, clairement. Ça m'est un peu passé depuis, parce que ça m'a coûté aussi beaucoup de fonctionner comme ça. Donc je décide que Alu va repartir avec moi. Et puis effectivement, ça a été des années assez compliquées, très très riches. Elle m'a appris énormément. Elle a fait évoluer mon rapport aux chevaux, elle a fait évoluer mon rapport à mon corps aussi. Dans son comportement et le fait qu'elle était assez facilement dans les émotions, avec ce côté explosif, imprévisible. J'avais pas le droit de me déconcentrer, j'avais pas le droit de partir dans le mental, il fallait que je reste présente et que je reste dans mon corps. Et ça, c'est quelque chose qui me faisait encore beaucoup défaut à l'époque. J'étais tout le temps dans ma tête en fait et pas beaucoup dans mes pieds, quelque part. Et la jument, elle m'a montré que si je faisais ça, en fait, j'allais me mettre clairement en danger. Donc elle m'a appris ça. Elle m'a appris à affiner mes demandes. Elle m'a appris à réfléchir autrement. Elle a vraiment fait évoluer mon rapport aux chevaux. J'ai encore dépassé des limites et des croyances que j'avais moi-même, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le fait que le handicap, ça met des croyances. Les croyances, elles ne viennent pas que de l'extérieur, elles viennent de nous en tant qu'individus aussi, évidemment. Et quand elle est arrivée, je me suis dit, ça va pas être possible d'évoluer seule dans un pré avec un troupeau de chevaux, c'est hyper dangereux. Je pourrais jamais faire ça. Et en fait, ça a été la base de notre relation pendant plusieurs années. J'ai passé beaucoup plus de temps en fait au pré avec elle que dehors. Et j'ai appris que c'était possible de passer du temps avec eux, de sentir quand est-ce que je pouvais y aller, quand est-ce que je pouvais pas y aller, de sentir quand je pouvais y aller et à quel moment, même si j'étais au milieu d'eux, il fallait que je bouge, parce qu'il y avait quelque chose qui était en train de changer dans leur énergie, dans leurs interactions, etc. Et vraiment, ce qui s'est développé avec Alu, c'est encore ces perceptions, cette façon d'utiliser tous les sens, de rester vraiment présente et de tout utiliser en fait. Même ce qui ne paraissait pas rationnel, même les intuitions qui disent j'arrive au pré et je sais pas, je me dis que la jument a mal au ventre. Et derrière, je vois, quand je l'emmène à l'attache, la jument qui se met à croquer dans la barre d'attache, ou à lécher par terre, ou à tout un tas de choses qui me confirment potentiellement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça a développé pas mal de choses. Et vraiment, c'est ce plaisir immense de passer du temps avec eux, dans le silence. Ça, c'est quelque chose dont j'ai énormément besoin. Et dans la société humaine, je ne trouve pas beaucoup. Le silence et le fait de rester silencieux quand on n'a rien à dire, tout simplement. Et de ne pas chercher à combler, en fait. Eux, ils apportent ça. Ils m'apportent ça, en tout cas. C'est un monde silencieux, alors oui, ils bougent, parfois ils s'appellent, parfois ils couinent, parfois il y a un petit peu de vocalisme, mais globalement, ça reste un monde silencieux. Et moi, je me régale quand je suis avec eux parce qu'ils n'exigent pas de moi que je leur raconte des choses. On peut discuter et on peut se faire comprendre sans parole, tout simplement, en bougeant, en se déplaçant, en utilisant le corps, dans l'intention avec laquelle on le fait. Et encore une fois, c'est pas de la magie, c'est de la présence, de l'observation, même sans la vue, on peut observer beaucoup de choses. C'est une présence et puis de l'expérience aussi à force de le faire. Et c'est toujours très très apaisant et très ressourçant pour moi d'être avec eux dans le pré et d'aller d'un cheval à l'autre avec ceux qui veulent. Il y en a qui veulent pas parfois, qui s'en vont. Il y en a qui acceptent que je reste à côté mais qui veulent pas être touchés. Et il y a les miens. Ça arrivait avant que je les trouve pas parfois dans un troupeau. Bon, parfois je m'en contentais, je me disais je vais passer du temps avec les chevaux qui sont disponibles. Ça m'a fait prendre une grande confiance aussi en moi, de voir que j'étais capable de rentrer dans un pré, de trouver les chevaux dans un pré,
Parfois, c'est un peu la mission quand même, de trouver la bonne parcelle. Donc ça m'arrive de marcher un moment, de faire des allers-retours, de passer entre les clôtures, parce que je coupe l'électricité quand j'y vais, pour les trouver. Et puis de finir par les trouver, de pouvoir entrer poliment dans leur groupe sans que ça pose problème, de ne jamais m'être mise en danger. J'ai jamais eu un accident. La seule fois où ça a été dangereux, c'était la première année avec Alu qui avait des réactions très franches, on va dire ça comme ça, et qui un jour, mécontente de quelque chose que je lui avais demandé de faire, peut-être pas avec le tact qu'il fallait, enfin en tout cas voilà, le comportement a été ce qu'il a été, qui m'a envoyé les 2 postérieurs, alors je vais dire au visage, parce que j'ai senti sa queue sur mon visage. Donc voilà, les postérieurs étaient quand même pas très loin, mais elle contrôlait très très bien ce qu'elle faisait, et si elle avait voulu me toucher, c'est évident qu'elle l'aurait fait. C'est arrivé 1 ou 2 fois comme ça. La seule fois où vraiment j'ai eu un sentiment de danger, c'était ce jour-là. Autrement, je me sens presque moins en sécurité quand je suis dans un troupeau de chevaux avec une autre personne qui me guide ou qui me parle ou autre, que quand je suis complètement seule. Parce que du coup, je ne vais pas mobiliser, j'aime bien dire les antennes, je ne vais pas mobiliser les mêmes antennes. Je ne vais pas être centrée de la même façon. Je ne vais pas les percevoir et les aborder de la même façon. Et quand je suis avec eux, je n'ai pas peur. On y va? Bouge. Viens. On fait une sacrée danse les deux là. Oui, j'ai vu. Et ça paraît peut-être incongru, ça paraît peut-être insensé, inconscient, mais en fait ça ne l'est pas du tout. Je ne suis pas suicidaire. Si je le fais, c'est que je le sens. Ça, c'est encore un message que je vais peut-être marteler plusieurs fois, mais si je le fais, c'est que je m'en sens capable. À partir du moment où j'ai rien à prouver, évidemment, j'aurais pu le faire en disant je veux montrer que c'est possible, et puis même si c'est dangereux, je le fais. Là, c'est vraiment pas le cas. Ça m'est arrivé de faire des choses à cheval comme ça, avec ce sentiment de ok, j'ai peur, mais non, je veux le dépasser, je veux montrer que je peux le faire, et je veux me montrer que je peux le faire, donc j'y vais. Là, c'est vraiment pas le cas. Il y a des fois où j'y vais pas, tout simplement. Il y a des fois où j'arrive dans le groupe et je le sens pas, où j'ai pas la concentration qu'il faut, où je vais rentrer puis je vais sentir qu'en fait, non, je suis pas dedans, ça marche pas. Ça m'arrivait avant, ça m'arrive plus maintenant parce que j'arrive beaucoup plus à me centrer et à me mettre dans l'état nécessaire pour rester en sécurité. C'est devenu beaucoup plus naturel de le faire qu'avant. Et en tout cas, oui, la confiance et le plaisir de sentir que je peux faire ça par moi-même et la sécurité quand je suis complètement avec eux, en fait, complètement concentrée sur eux. Et c'est pas magique, encore une fois. C'est vraiment juste Enfin, juste. Non, il y a quand même de l'expérience et de l'attention et puis des déductions, des apprentissages. Ça s'est pas fait tout seul comme ça. J'ai eu des maladresses au début. Maintenant, c'est assez fluide, en fait, pour moi de faire ça. Et ça arrive que ça bouge, hein. Ça arrive que je sois dans le troupeau et que d'un coup, ça discute fort autour de moi. Bon, la seule stratégie qu'il y a dans ces cas-là, de toute façon, c'est de ne pas bouger pour moi, parce que si les chevaux ont vu où j'étais et qu'ils vont bouger pour m'éviter, si je bouge à ce moment-là, c'est là qu'on va se rentrer dedans. Donc ça m'est arrivé d'avoir des engueulades de chevaux autour de moi et j'attends. Et ça passe et ils m'évitent. Enfin, je pense qu'ils sont assez conscients quand même pour ça. Donc voilà, j'ai pas ce sentiment d'appréhension dans ces contextes-là. C'est même presque ce que je préfère avec eux, en fait. D'être avec eux, de rien leur demander, de rien attendre d'eux. Et juste être là. Et puis il y en a qui viennent, il y en a qui viennent pas. Si je m'assois par terre, il y en a qui viennent voir, tiens, qu'est-ce que tu fais par terre? Puis qui repartent. Il y en a qui viennent brouter à côté. Et puis y a toujours ce plaisir quand c'est mes chevaux qui viennent. Alors Razia un peu moins parce que c'est plus récent. Mais Alu, maintenant, si je suis dans un troupeau, je sais que la plupart du temps, elle va venir me voir et puis on va se poser ensemble juste à brouter comme ça. Et ça, c'est toujours... c'est une émotion assez incroyable en fait de me dire on a créé un lien qui fait que de son plein gré, elle a envie d'être avec moi. Et alors ça sera jamais un acquis pour moi et...
Et je pense que ce sera... Il n'y a jamais un moment où elle fait ça où c'est banal. Il y a vraiment quelque chose Je trouve pas les mots en fait. Le mot qui me vient, c'est précieux. Mais c'est inestimable en fait pour moi qu'un cheval décide qu'un humain a de la valeur et qu'il a envie d'être avec, parce qu'il y a une relation de confiance qui s'est installée, parce que le lien est solide. Surtout vu ce qu'on a traversé, ça a été très compliqué au début et elle n'aimait pas qu'on la touche et mettre le licol c'était compliqué. Enfin, il y a eu vraiment pas mal de temps où ça a été dur. Et de voir maintenant la relation qu'on a et que juste elle vienne comme ça et se poser avec moi. Et puis je peux être à côté, ne pas forcément la toucher mais juste être là, marcher avec elle ou poser mon bras sur son garrot et puis on marche pas à pas comme ça pendant qu'elle mange. C'est vraiment le sentiment d'être avec une amie maintenant. C'est au-delà d'un cheval en fait, c'est un cheval évidemment. Et je la respecte en tant que cheval mais c'est une amie et en fait il y a un peu toujours ce sentiment de me sentir chez moi quand je la retrouve. Que ce soit à côté d'elle, que ce soit sur son dos, il y a vraiment quelque chose de... Ok, c'est bon, là je suis complète. Ouais, c'est ça en fait, il y a vraiment quelque chose de ça. Quand je la retrouve, je suis complète, il y a une partie de moi qui se comble. Et là c'est bon, je suis moi-même quelque part. Les deux, ils sont arrivés dans ma vie de façon assez atypique. Razia, lui, en fait, je m'intéressais à l'endurance quand j'ai commencé le débourrage d'Alu il y a 2 ans. Parce que c'est une jument qui a beaucoup d'énergie et je me disais que ça pourrait être vraiment chouette de partager ce genre de choses avec elle. Et donc, je me suis renseignée sur la discipline et j'ai contacté une personne qui s'appelle Angélique, qui a une page et un blog qui s'appelle J'entraîne mon cheval, qui pratiquait l'endurance et qui racontait ses entraînements, qui donnait des conseils, voilà, qui parlait de la discipline. Et je suivais sa page et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas la contacter? C'est une personne qui est expérimentée, elle pourra me raconter comment se passe une course. Bah, on pourra voir si c'est adaptable ou pas, enfin on peut discuter de ça. Donc je contacte Angélique qui est ravie de ma demande et qui me dit, bah écoute, on s'appelle et puis on en discute. On est resté 2 heures au téléphone. Elle me raconte comment ça se passe, elle me décrit, on imagine un petit peu et puis elle me dit à la fin, mais tu sais... Là où je suis, donc là où elle était à ce moment-là, les écuries d'Orabel, dans le sud de la France, elle me dit on fait une course tous les étés, c'est notre tradition et on a vraiment à cœur que l'endurance soit ouverte à tous les cavaliers qui veulent découvrir et à se rendre vraiment accessible. Donc si tu veux, on t'accueille, on te confie un cheval et tu fais la course avec nous. Et je me dis waouh, c'est incroyable comme projet, hyper excitée, je me dis bon bah ok, je me lance là-dedans. C'était à l'été 2023. Je pars là-bas pour 4 jours et je me retrouve à avoir 3 jours pour faire connaissance avec un cheval qu'on va me confier et faire la course, une 20 km le dimanche, le 4e jour. Et donc je rencontre Razia, que les écuries me confient pour cette aventure-là. Le contact passe très bien. C'est un petit cheval très fin, avec un mental assez chouette, un cheval qui est capable de mettre beaucoup d'énergie dans le travail, dans l'activité, en l'occurrence dans les entraînements et dans la course, mais toujours en restant lucide et en étant toujours avec moi, en tout cas dans ce que j'ai vécu avec lui. On fait une première balade, on fait un entraînement de 10 km le lendemain. Le surlendemain, un 3e entraînement de 10 km, en fait on a repéré le parcours de la course en 2 fois pour que je sois au point, que je me rende un petit peu compte des difficultés, etc. On était une équipe de 4 à faire la course en même temps, donc Angélique, et puis on était 3 débutantes à découvrir l'endurance. Et donc on s'est rodés comme ça pour aussi communiquer pendant la course, pour savoir à quel moment je te parle, à quel moment je te parle pas, qu'est-ce que tu as besoin que je te donne comme indication, etc. Pour que les autres cavalières sachent quoi me dire et qu'on puisse communiquer pendant la course. Allez,
Et en fait, tout a été fluide du début à la fin, que ce soit au niveau équin, équestre, humain, ça a été tout seul. Envole-moi, tire-moi de là, avec ou sans toi, je ne finirai pas comme ça. Et je les remercierai mais jamais assez, ces personnes, Angélique et toute l'équipe de Rabel, pour le coup, mais de ne pas s'être posé de questions en fait, de ne pas s'être dit elle est aveugle, ça va être dangereux. Ils m'ont dit bah non, viens, et puis on essaie, et puis on voit. Et on a vu, et ça s'est hyper bien passé parce qu'on a communiqué, parce qu'on s'est posé des questions, parce que j'ai dit bah là je le sens pas, là je le sens. Moi dans ces cas-là j'ai la responsabilité d'expliquer mes limites et de dire quand je peux pas. C'est hyper important pour pas me mettre en danger, pour pas mettre les autres en danger, parce qu'on est quand même à cheval dehors. On va aussi croiser d'autres cavaliers pendant la course, etc. Donc là, si je le sentais pas, il fallait que je le dise. Et c'est arrivé d'ailleurs, que ce soit en course, en entraînement. J'ai dit bah non, là cette portion-là, je le sens pas de la faire au galop, je le sens pas. Donc on l'a pas faite, on l'a faite au trot, c'était plus sécure. Et donc on part le dernier jour sur cette course, donc le contrôle veto la veille, et puis le départ le dimanche matin. Un peu à gauche, un peu à gauche, un peu à gauche, et c'est bon. Bonne route, merci. Allez, c'est officiel. Et franchement, ça a été, je pense, moi c'est sûr en fait, un des plus beaux moments de ma vie entière. Même pas de ma vie équestre, mais vraiment de ma vie entière. Parce qu'il y avait cet aboutissement déjà de tout ce travail d'équipe qui était incroyable, qui s'est fait vraiment tout seul avec une bonne volonté de tout le monde, de façon chaleureuse, sans se prendre la tête, sans se poser trop de questions, vraiment juste ce qu'il fallait, de discussion, de dialogue. On va passer au trot. Et puis cette envie de tout le monde que ça fonctionne, et ce côté... on va jouer quelque part, il y avait vraiment ça, c'était on va jouer et puis on va s'amuser, en sécurité mais on va s'amuser quand même. Bon ben là c'est bien, là on est à 22, c'est très bien. Et donc la course, ça a été fou parce qu'on a croisé des cavaliers pendant notre parcours, ça s'est très bien passé. La communication avec les filles de l'équipe, elle était vraiment fluide, c'était facile. On a fait des allures plus ou moins rapides, enfin voilà, il y avait des difficultés de terrain un petit peu à gérer et ça se faisait vraiment tout seul. Et ça a été vraiment l'aventure parce qu'on a eu 2 moments un peu fous dans cette course. On était à un moment sur la piste de galop. Il n'y avait rien devant, c'était facile à suivre, il n'y avait pas de difficulté de terrain. On prend un bon galop et j'étais derrière Angélique au départ, qui était devant nous, tout en tête. Et je ne sais pas trop ce qui s'est passé, on était, je me souviens, au 15e kilomètre sur les 20. Petit à petit, Razia se rapproche d'Angélique et on se retrouve au botte à botte. Donc au début, moi, je laisse faire, ça se passe bien. Et puis, je ne sais pas si c'est Razia qui a pris de l'avance, si c'est moi qui lui ai demandé, si Angélique s'est ralenti. Enfin, en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais toujours est-il qu'on s'est retrouvés devant, au galop, sur la piste de galop avec Razia. Et en fait, on avait tellement confiance en lui et en notre binôme et en l'équipe, en fait, en tout, en fait. Enfin, tout était tellement fluide qu'il n'y a pas une seconde. Si, il y a quand même une seconde. Je suis passée devant, Angélique m'a dit « Ok, tu peux le faire, franchement, vas-y ». Et j'ai dit au cheval, j'ai dit à Razia « Bon bah, je te fais confiance, on y va quoi ». J'étais en tête au galop et il n'y avait personne devant moi. Et les autres suivaient. Et j'ai eu 2 secondes de t'es sûr que tu vas faire ça? Et après j'ai dit bah oui. Et voilà, j'ai posé les mains, je tenais rien, j'ai juste posé les mains, j'ai dit au cheval bah vas-y en fait je te fais confiance. Et je sais que tu vas pas me lâcher, je sais qu'on peut le faire ensemble et juste on s'éclate. Et le cheval qui était là avec les oreilles en avant et je le sentais complètement dedans, c'était vraiment un moment de vie pure en fait, où il n'y avait plus de mental, il n'y avait plus de avant, après, il y avait juste ce qu'on était en train de vivre à ce moment-là. Et Angélique qui me donnait des indications derrière et puis qui criait wouhouhou et puis moi qui disais ouais c'est génial, j'ai jamais fait ça. Et du coup vraiment ce truc incroyable de joie, ouais vraiment de joie pure en fait. Et j'avais jamais fait ça, alors j'étais déjà allée en tête en extérieur, que ce soit avec Alu ou avec d'autres chevaux, au pas, un petit peu au trot, mais j'avais jamais galopé en tête comme ça et en me disant
tu laisses le cheval gérer, il va le faire et c'est tout. Et c'était un moment mais incroyable. Vraiment, il n'y a pas de mots pour décrire. Là, je décris des scènes, mais en termes d'émotion, il n'y a pas de mots pour décrire ça. C'est ce que peuvent nous faire vivre les chevaux, en fait. On s'est trouvé à un moment où la communication, elle est là, la confiance, elle est là, la sécurité, elle est là. Et il y a juste à laisser faire, parce qu'on a préparé, parce qu'on est dans le juste. Et le cheval dit oui, l'humain dit oui, et c'est OK pour les deux. C'est vraiment ce qui s'est passé. Et bon, après, on a eu une blague aussi sur la fin où on était en train de rattraper du retard et sur une ligne au galop, j'ai un étrier qui a cassé. Donc pour une première expérience de course, niveau émotion, on était pas mal. Et bon, ça s'est réglé. Angélique m'a donné un de ses étriers, puis on a fini dans de drôles de conditions du coup. Mais il n'était pas question qu'on se qualifie pas, donc on a vraiment fait notre maximum pour arriver dans les temps et on est arrivé tout juste dans les temps. Moi, j'ai passé la ligne d'arrivée au galop, je suis descendue et j'étais en larmes, quoi. De waouh, on l'a fait. On l'a fait avec quasiment pas de préparation. Une balade et 2 entraînements pour courir une course en équipe en voyant pas, c'était rien. Et on aurait pu dire on était complètement inconscient. Mais en fait, non. Parce qu'on a vraiment fait ce qu'il fallait pour que ça marche. Et on s'est dit, elle comme moi, quand ça n'allait pas, et on a trouvé des solutions et on s'est écouté. Et du coup, ça a marché. J'ai pleuré parce que de gratitude pour toute cette équipe, pour toute cette préparation, pour toute cette confiance, de gratitude envers le cheval qui a fait vraiment un truc incroyable pour moi. Allez, un petit mot, comment tu te sens? Euphorique. Tu as bien travaillé, c'est nickel. On s'est bien amusé. Et puis il s'est avéré que ce petit cheval était à vendre pour sa retraite. Je réfléchissais un petit peu à prendre un 2e cheval, mais j'étais pas sûre de moi, niveau budget, niveau temps, enfin il y avait des choses qui me retenaient. Bon évidemment quand j'ai appris qu'il était à vendre, ça a fait comme Alu. Il y a le cœur qui a dit c'est bon en fait, on repart ensemble, la tête qui a dit attends, on va quand même vérifier que c'est bon, et puis on va quand même réfléchir un peu, et puis on va quand même confirmer la semaine prochaine, parce qu'on sait jamais. Mais le cœur était déjà là. Tout a été tellement fluide jusqu'à la fin avec lui que, je sais pas, ça pouvait que se passer comme ça en fait. Et voilà comment la rencontre s'est faite avec lui et comment il est arrivé et comment il a fait 1000 km pour rejoindre Alu et pour se retrouver en Bretagne avec moi. C'est ça. Mon copain. Ouais. D'accord. Non, pas le... c'est le scratch qui t'éclate en fait, c'est ça. En septembre 2023, septembre-octobre, j'ai commencé à avoir des symptômes qui m'ont alerté, notamment une masse dans un sein. Je suis allée faire des examens pour poser un diagnostic. Au départ, les médecins étaient assez rassurants, me disant que ça devait être un kyste, que c'était pas grand-chose, mais je le savais au fond de moi que c'était pas le cas. Je sais pas pourquoi, mais je savais que c'était pas ça. Et il y a eu un diagnostic de cancer du sein. Triple négatif, j'avais 31 ans à ce moment-là, donc c'est un cancer qui est très agressif, notamment chez les personnes jeunes. Et donc a commencé un parcours de chimiothérapie, puis de chirurgie, qui a duré plusieurs mois et qui a été extrêmement éprouvant, forcément. Et à la fois, j'aime bien trouver des informations et des expériences dans tout ce que je vis. J'ai vécu clairement des choses assez extrêmes dans mon corps. Voilà, le fait d'avoir une opération en anesthésie locale, c'est quand même quelque chose de très particulier. Le fait d'avoir des examens multiples et invasifs, le fait d'avoir des chimiothérapies avec des effets secondaires qui allaient de légers à atroces. Voilà, il y a eu toute une gamme en fait d'agressions dans le corps et tout un tas d'émotions qui sont allées avec, de pensées et d'émotions. Et en fait, la cécité, parfois, elle me rapproche un peu des animaux, et je pense notamment aux chevaux qui sont craintifs par nature. Le fait d'être très gêné par le vent, par exemple, ou le fait de m'inquiéter parce que j'ai entendu un bruit et que je ne peux pas l'analyser parce que je ne vois pas ce qui est associé au bruit. Des petites choses comme ça qui ont l'air de rien, mais qui font que
Je suis assez compréhensive en fait quand les chevaux ont des comportements qui peuvent paraître gênants, voire aberrants pour les humains parfois, où je me dis non, c'est une question de perception de l'environnement en fait, et comme ma perception de l'environnement n'est pas celle de la plupart des gens qui sont voyants, j'ai plus de facilité, je trouve, à me mettre en empathie avec un être vivant qui n'a pas la même perception que moi. Et la maladie, le cancer et tout ce qui a été associé, ça m'a fait vivre des expériences qui m'ont fait faire des parallèles avec les chevaux et avec les chiens aussi, ce sont les deux espèces que je connais le mieux, mais ça peut être d'autres. Du corps qui se transforme et auquel il faut s'adapter sans forcément comprendre ce qui se passe. Des manipulations, en l'occurrence manipulations vétérinaires ou manipulations de soins pour les chevaux, qui pour moi ont été... En fait, il y en a eu tellement qu'au bout d'un moment, j'ai saturé et je me mettais à appréhender simplement qu'on me touche, jusqu'à aller à la crise de panique. Et à ces moments-là, je me suis dit, si quelqu'un avait voulu me tenir court au bout de ma longe, ou me contraindre, ou me crier dessus parce que j'avais pas fait ce qu'il fallait, que je bougeais dans ces cas-là, clairement, ça m'aurait pas aidé, ça m'aurait pas sécurisé du tout. Ça fait forcément le parallèle avec les chevaux, où j'essaie toujours d'être compréhensive avec eux quand ils ont peur, sans me mettre en danger forcément, mais de ne pas bloquer ces réactions de peur qui sont hyper naturelles chez eux. Surtout dans des situations où ils ne comprennent pas ce qui se passe, où ils n'ont pas été entraînés correctement, par exemple, dans toutes les manipulations vétérinaires, où on se dira c'est bon, enfin voilà, c'est juste un petit bruit de tondeuse ou un petit bruit qu'utilise la dentiste pour limer les dents. Bon, c'est pas grand-chose, arrête de bouger, il n'a pas compris que plus il bougeait et plus ça allait durer longtemps. Non, il n'a pas compris ça. Lui, c'est son émotion, c'est son appréhension, c'est son inconfort qui lui parle. Et plus on va contenir ça, plus on va forcer ça et plus on va accroître le stress. Il y a eu un moment vraiment assez flagrant par rapport à ça où j'étais au bloc et je suis très 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 stressée par les masques à oxygène. J'ai l'impression d'étouffer, je déteste avoir quelque chose sur le visage. Et donc je rentre au bloc et on commence à me préparer et je dis par contre j'ai un problème vraiment avec les masques à oxygène, ça me stresse énormément et je commence à pleurer. Le stress était tellement fort en plus d'être au bloc. Donc là, petite pensée pour les chevaux, les chiens qui vont au bloc sans leur propriétaire, sans aucun repère, et ça doit être vraiment quelque chose d'assez impressionnant pour eux. Nous, on a quand même la capacité de comprendre un peu ce qu'on fait là, eux non. Donc j'explique ce problème, et l'infirmière me dit tout de suite « Ah, mais c'est très bien que vous nous l'ayez dit, on a des solutions pour vous aider. » Et là, je me souviens encore de la sensation incroyable dans mon corps de « Waouh !» Il y a 50% de mes émotions qui sont tombées. De dire, ok, on m'a sécurisé tout de suite, on m'a dit, on va vous aider, on m'a pas dit, on est désolé, mais débrouillez-vous avec votre problème, on m'a dit, ok, c'est un problème qu'on connaît, on a des outils, on va vous aider. Et là, je me suis dit, déjà, c'était énorme d'être entendue, et ensuite, elles m'ont dit, voilà, on vous donne plusieurs choix, et c'est vous qui donnez le signal et c'est vous qui êtes au contrôle de la situation. Vous y allez quand vous êtes prête. Et ça m'a fait vraiment faire un parallèle avec tout ce qui est medical training et surtout soins coopératifs qui se développent auprès des animaux. Où on se dit, alors ça peut pas fonctionner pour tout évidemment, mais dans des situations d'inconfort modéré, je prends l'exemple des chevaux, que le cheval dise ok, je suis prêt à avoir la manipulation, ou pendant la manip, attends, j'ai besoin d'une pause. Ok, c'est bon, je suis prêt à reprendre. Et d'avoir un signal qui lui dit « ok, c'est terminé », en fait, le fait d'avoir du contrôle sur une situation de stress, c'est énorme en termes de gestion émotionnelle, en termes de sécurité. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de subir la situation, ça veut dire qu'on peut à un moment dire stop et avoir confiance, en sachant qu'on sait que si on dit stop, on va être entendu. On sait qu'on a le temps de toucher l'objet, de sentir l'objet qui fait peur, de prendre le temps de s'adapter à l'environnement, etc. Il y a tellement de paramètres qu'on ne prend pas en compte dans la façon dont on les aborde. Et en fait, ça m'a fait repenser à des tas de situations. Elles sont là-bas. Vers la maison. Allez, viens. On y va. Oui.
Et ensuite, j'ai eu une autre situation où j'ai eu une ablation du sein gauche. Après l'ablation, il y avait des pansements à changer tous les jours ou tous les 2 jours. Moi, j'étais en train d'essayer d'intégrer ce qui s'était passé et d'apprivoiser cette partie-là de moi, qu'en plus je n'avais pas pu toucher réellement puisqu'elle était sous les pansements et que pour des questions sanitaires, je ne pouvais pas toucher jusqu'à cicatrisation. C'est un infirmier qui venait à domicile tous les jours, tous les 2 jours. Et les manipulations étaient extrêmement désagréables au niveau neurologique, au niveau des perceptions, c'était complètement brouillé. Mon cerveau ne savait pas trop ce qui se passait sur cette zone-là. J'avais mal aussi. Et en fait, à chaque fois qu'on allait faire ces soins-là, j'appréhendais dès le matin où je savais que j'allais avoir les soins. Et dès que j'entendais l'infirmier dans l'escalier, c'est bon, c'était la panique intérieure et je me disais oh là 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 là, c'est bon, je vais subir, ça va être horrible. Donc il y a une fois où j'ai complètement craqué, j'ai fondu en larmes et donc la personne s'est arrêtée. On a parlé, etc. Puis elle a repris en douceur et vraiment ça n'avait rien à voir avec la délicatesse de ses gestes. C'était vraiment moi qui étais à saturation, qui vivait quelque chose de traumatique et qui n'était pas du tout à l'aise avec la situation. Et le fait que la personne fasse une pause, déjà ça m'a fait du bien. Mais ça n'a pas suffi et je me suis dit, la prochaine fois, je vais demander à faire le soin moi-même, en étant guidée, en étant orientée, parce que je ne suis pas infirmière forcément, mais avoir du contrôle sur la situation encore une fois. J'ai pensé à ça, à ce qui s'était passé au bloc en anesthésie. Et donc j'ai demandé ça. Je pense que ça a beaucoup surpris la personne qui faisait le soin, mais elle a accepté et donc en fait elle m'a expliqué ce qu'on allait faire. J'ai pu prendre la compresse, la personne a guidé ma main pour faire le soin et elle a terminé les finitions que moi je ne savais pas faire. Et même ce moment-là où j'avais plus le contrôle, il a été beaucoup plus doux, même s'il y a eu de l'inconfort, même s'il y a eu un peu de douleur. Il a été beaucoup plus facile à gérer, parce que j'avais eu du contrôle sur la situation, parce qu'on m'avait écouté et parce qu'on m'avait permis en fait d'exprimer ce qui n'allait pas et de trouver une solution pour gérer, pour réguler mon émotion de peur en fait. Et donc ça m'a ramené encore une fois aux chevaux, aux chiens, aux soins coopératifs où il y a des moments où effectivement le fait d'entraîner le chien à dire ok, ou le cheval, ok je suis prêt, non je suis pas prêt, je suis à peu près bien mais j'ai quand même besoin d'une pause, ok je suis prêt à reprendre, ça quand même ça leur donne des moyens d'expression énormes. Il y a un troisième exemple qui me vient, qui est les associations qu'on peut faire avec des stimuli extérieurs qui peuvent déclencher des émotions. Et parfois on se dit mais il a vu ça et il a réagi super fort, ça n'a aucun sens, mon cheval est débile. Il a entendu ça et il est parti à l'autre bout de la carrière, c'était disproportionné. Ouais, sauf que dans quel contexte il a perçu ce son-là? Donc enfin voilà, il y a plein de questions à se poser et surtout, est-ce qu'à un moment, il n'a pas associé ce qu'il a vu ou ce qu'il a senti ou ce qu'il a entendu à quelque chose qui n'avait rien à voir? Si la première fois que je montre le licol à un poulain, à ce moment-là, il y a un gros avion qui passe ou il y a un pétard qui explose, c'est possible que la prochaine fois que je lui montre le licol, il se dise « Wow, ça fait peur ce truc-là ». Avant même d'essayer de sentir l'objet et de se dire « Qu'est-ce que c'est ?», il y a juste l'émotion de peur qui peut se déclencher en disant oh, « La dernière fois que j'ai vu ça, j'ai eu super peur ». Donc avant même de réfléchir, je vois ça, j'ai peur. Et je pense que c'est quelque chose pareil auquel on ne pense pas assez. Et ça, je l'ai ressenti à l'hôpital. À la fin des chimios, quand le produit est passé, il y a une alarme qui se déclenche au niveau de la perfusion, de la pompe. Et dans ce cas-là, j'appelle les infirmières pour qu'elles fassent la suite. Et en fait, ce son, forcément, il est associé à un contexte qui est désagréable. Il y a une perfusion dans le corps, il y a des odeurs, il y a des bruits, il y a du stress, il y a de l'appréhension pour moi d'avoir ce produit qui passe dans mes veines en me disant wow, je sais ce qui m'attend dans 2 jours, ça va être l'enfer. Il y a tout ça. Et en fait, ce son donc, a été associé par répétition, à force d'aller en chimio, au départ j'y allais toutes les semaines, à quelque chose d'extrêmement désagréable et de pas sécurisant du tout. Et je me souviens d'une période où j'allais vraiment pas bien, où j'avais trop de soins, trop de manipulations, trop d'examens, trop de tout. Et un jour, j'étais dans la salle d'attente. Heureusement, je sais pas, mais en tout cas, j'étais toute seule. J'étais dans la salle d'attente près des chambres de chimio. Et j'entends cette alarme qui se déclenche. Et là, je pars en crise de panique à l'intérieur, mais vraiment. Je commence à hyperventiler, je commence à plus comprendre où je suis. Je commence à avoir une énorme envie de fuir. Je me sens vraiment mal sur tous les plans, mais vraiment très mal.
Et heureusement, avant de partir complètement en crise de panique, j'arrive à respirer, j'arrive à relativiser, à me dire « tu n'es pas dans une chambre de chimio, aujourd'hui on n'a pas prévu de te toucher, en gros tout va bien ». C'était pas tout à fait vrai, mais j'ai pu, moi, en tant qu'humaine qui réfléchit avec des mots, relativiser la situation, rationaliser et dire « ok, c'est pas vrai ce qui est en train de se passer ». Un cheval qui vit régulièrement des inconforts associés à un stimulus particulier, au bout d'un moment, quand on va lui présenter le stimulus, ça va être régulièrement des inconforts associés à un stimulus particulier. Au bout d'un moment, quand on va lui présenter le stimulus, ça va être insupportable pour lui et il va avoir des réactions qui vont nous paraître déplacées. Razia, quand il est arrivé, aujourd'hui ça va beaucoup mieux, quand il est arrivé, il voyait un tapis de sel, j'avais rien fait avec, il voyait le tapis de sel, il partait au bout de sa longe. S'il avait été en liberté, il partait au bout du pré. Donc clairement c'était pas ok pour moi de lui mettre sur le dos et de le monter dans ces conditions, mais ça veut dire que ce tapis de sel, il est pas méchant en soi, il est pas dangereux en soi, c'est mou, c'est souple, ça peut pas spécialement créer d'inconfort, sauf qu'il a été associé dans des contextes et répété dans des contextes inconfortables, et la vue de ce stimulus suffisait à le déclencher et à le mettre dans des émotions. Alors lui, ça ressemblait plus à de la colère du coup, mais ça peut tout à fait fonctionner avec la peur ou avec la joie, hein, tout à fait. Mais en tout cas, dans les émotions négatives qui peuvent poser problème en tant que cavalier, c'est des choses qui, je pense, qu'on ne prend pas assez en compte. Et j'avais beau savoir ça en théorie, parce que je m'intéresse, parce que je lis, parce que j'étudie, le vivre dans mon corps, je ne dis pas que c'est une bonne chose d'avoir eu un cancer, parce que c'est pas le cas, mais par contre, ça m'a quand même permis de vivre des expériences qui m'ont encore plus mise en empathie avec eux, qui m'ont encore plus fait. Je suis heureuse de l'avoir vécu parce que c'est important pour moi d'être le plus possible en relation avec eux et de comprendre ce qu'ils vivent. Donc ça a été plusieurs expériences intéressantes aussi, parce que j'ai toujours un petit côté curieux qui me dit, même quand je vis des choses difficiles, je me dis tiens, ça m'apprend quand même des choses sur mon corps, sur le fonctionnement des différents systèmes de mon corps. Ça m'apprend des choses nouvelles, ça m'apprend comment moi je vais réagir dans des situations que je connaissais pas. Enfin voilà. Je pense qu'il y a plusieurs façons de gérer la maladie. J'aurais pu, ça m'arrive, me rouler en boule et me dire je peux plus, je veux que ça s'arrête. J'aurais pu faire comme s'il se passait rien et être dans le déni. Moi j'ai choisi de un peu tout, parfois, mais j'ai surtout choisi d'essayer de me dire bon, quand c'est vraiment compliqué, est-ce que je peux tirer quelque chose de ça pour que ce soit un peu moins compliqué? Parfois ça fonctionne, parfois pas du tout. Mais en tout cas, voilà, j'ai fait des apprentissages pendant ces périodes-là, dans mon corps, dans mes émotions. Et après, petit à petit, ça a changé mon rapport au temps et aux priorités, je dirais. Surtout à partir du moment où j'ai eu le diagnostic de cancer métastatique, où là, on m'a clairement dit, enfin, brutalement, je me dis c'est fini pour vous, on ne sait pas combien de temps il vous reste, on va faire en sorte que ça dure le plus longtemps possible, dans des conditions les plus décentes possibles, mais vous n'êtes pas censé guérir de ça. Et à partir de là, je suis passée par différentes phases, des phases d'indifférence, des phases d'urgence où j'avais envie de vivre 1 milliard de choses à la journée, des phases où j'étais désespérée, je me disais mais de toute façon je vais mourir, à quoi bon essayer d'entreprendre encore des choses? Et puis toujours les chevaux me remettaient en mouvement en fait. Et vraiment, ça aurait été différent sans eux. Et ils avaient l'air de me dire mais bouge, enfin... Tu peux pas rentrer dans ta tête comme ça et te poser 1 milliard de questions. Et... En fait, peu importe si ça s'arrête demain, dans 6 mois, dans 1 an, dans 4 ans, bouge. Le mouvement, toujours. Bravo. Super. Bravo, petit chat. Ah ouais? Pour l'interceltique uniquement? Le mouvement, c'est la vie, forcément. Alors, Et ils m'ont remise là-dedans et ça a modifié la façon dont je voyais du coup le temps et effectivement mes priorités. Je me disais, à la fois, j'ai plus le temps d'attendre et de tergiverser, donc ce que je veux vivre, il faut que je le vive maintenant. C'est ce qui m'a fait partir en stage avec Alu pour la première fois là tout récemment, alors que c'est quelque chose que j'attendais depuis 4 ans et je me disais on n'est pas prête. Et puis là j'ai dit mais déjà on est dans une bonne période, je pense qu'on est prête. Et si je le fais pas maintenant, peut-être que j'aurai jamais d'autres opportunités de le faire. Donc go, on y va.
Il n'y a plus le temps en fait de se poser un milliard de questions et de se dire oui mais je sais pas, mais en fait non, en fait ça c'est plus possible. Donc maintenant il faut y aller. Et à la fois, je le sens toujours avec les chevaux, moins dans le quotidien mais vraiment avec eux. Je dirais que le temps s'est ralenti dans le sens où je mets pas l'accent sur les mêmes choses et ce qui compte c'est un peu différent d'avant. Je vais être encore plus sensible aux petites étapes de mes objectifs. Et à la fois, en fait, c'est un peu contradictoire, mais je vais accepter de prendre plus de temps pour aller vers ce que j'ai envie de faire, parce que je vais vivre de façon plus présente et plus intense les moments que je passe avec eux. Et de fait, l'objectif a pris moins d'importance, l'objectif final, et en fait, peu importe le moment que je passe avec eux, il compte, il a du sens, et j'ai envie d'y être. Hier, j'ai emmené Razia en forêt par exemple un petit peu, ça faisait une semaine qu'on ne s'était pas vus. Et il a eu besoin, avant d'entrer dans la forêt, même à 50 mètres de la forêt, de s'arrêter. Et autant il y a des moments où, même en étant malade, ça a pu m'agacer, les chevaux qui font plein de pauses, alors que moi j'ai envie de bouger, etc. Autant là j'étais dans une phase où, de toute façon, où j'ai beaucoup de douleur. Et j'étais dans une phase un peu de détachement, de dire mais bon, peu importe si on va jusqu'à la forêt en fait, c'est une proposition que je te fais. Et si je veux vraiment être en discussion avec toi, je peux t'obliger à aller en forêt si tu n'en as pas envie, ou je peux discuter avec toi et voir jusqu'où tu as envie d'aller. C'est des choses que j'ai toujours essayé de faire, mais je trouve que le fait d'avoir moins de temps à passer avec eux, ça augmente la qualité des interactions que j'ai avec eux. Et je prends encore plus le temps de ça. Et peu importe si je les monte pas, et peu importe si on va pas jusqu'où j'aimerais, ça n'empêche pas d'avoir des objectifs et ça n'empêche pas parfois de s'agacer et d'avoir envie que ça aille plus vite. Je reste humaine, je ne suis pas devenue une grande sage, mais j'apprends. Et là, on a vécu un moment que j'ai trouvé très chouette où on s'est arrêté. J'ai attendu, il a pris des odeurs, il a attendu aussi. C'est lui qui s'est remis en mouvement quasiment à chaque fois, de lui-même. Et en fait, on est allé jusqu'à la forêt tranquillement, sans forcer, à son rythme, et ça m'allait très bien de me mettre à son rythme, et c'était joli parce que j'avais l'impression qu'on se posait des questions où il me disait est-ce que je peux être là, est-ce que je peux attendre un peu, je suis pas prêt, je dis bah ok. Moi je lui disais est-ce qu'on peut y aller, et il me disait parfois attends c'est pas le moment, ou parfois bah ok on y va. Et il n'y a pas eu de tirer sur la longe, de s'agacer, de mettre de la pression, de allez c'est bon maintenant tu me saoules. C'était vraiment un moment où on était tous les deux en train de discuter et j'ai adoré ça. Et j'essaie d'avoir de plus en plus de moments comme ça. Ça éloigne évidemment parfois de ce qu'on aimerait faire au départ. Mais en même temps, qu'est-ce qui compte finalement? Est-ce que c'est qu'on soit bien ensemble ou est-ce que c'est que j'arrive à faire ce que je veux, quitte à ce que eux soient moins bien? C'est toujours des questions que je me pose beaucoup, notamment dans l'équitation. C'est pas évident d'y répondre tous les jours. Mais voilà, j'ai des phases où je vais être là-dedans, de me dire bon, bah, qu'est-ce qu'on a à faire ensemble aujourd'hui? Moi j'ai ça comme proposition, j'ai envie de faire ça. Est-ce que toi t'es ok pour faire ça avec moi? Ou est-ce que t'es en train de me dire non j'ai besoin d'autre chose? Ou est-ce que tu me dis bah je veux bien faire ça un peu avec toi mais pas trop longtemps? Et donc il y a ça, il y a les priorités effectivement que je vais mettre, et il y a voilà ce rapport au temps où je me dis mais même parfois quand je loupe mon bus et que je dois attendre 3/4 d'heure, c'est un truc qui me rend dingue en principe. C'est insupportable. Et aujourd'hui, parfois, ça m'arrive de dire bon, ok, c'est pas confort, je suis pas contente de l'avoir raté, ok. Mais c'est pas grave, bah, je vais me poser. Et je vais en profiter pour écouter un podcast ou pour appeler quelqu'un ou pour... voilà. En fait, il y a petit à petit la façon de réagir aux événements qui bougent, qui est pas figée, hein. J'ai toujours de la colère quand je rate un bus, ça m'exaspère quand Alu bloque en forêt alors que j'aimerais bien qu'on aille plus loin. Je suis pas loin d'être parfaite. Mais voilà, je vois ce qui bouge en fait avec eux. Je sais pas combien de temps j'ai à passer avec eux et surtout je sais pas qui va s'occuper d'eux après. C'est en réflexion, c'est un sujet qui est extrêmement difficile de se dire à qui je vais faire confiance, suffisamment confiance pour confier mes 2 chevaux, qui aillent dans mon idée, qui aillent dans mon approche, qui prennent soin d'eux comme je prends soin d'eux. Ça c'est un sujet qui est vraiment très effrayant. Et je me dis aussi, bah, le jour où quelqu'un d'autre va devoir s'occuper d'eux, je veux qu'ils aillent bien,
tous les deux. Physiquement, mentalement, je veux qu'ils aillent bien. Donc c'est dans leur intérêt aussi de prendre mon temps avec eux, de les amener vers ce qui m'intéresse et ce qui potentiellement pourrait intéresser les personnes après, l'équitation ou les sorties en forêt ou le travail à pied ou autre, avec des chevaux qui sont disponibles et qui ont envie, et de ne pas laisser des chevaux qui ont encore des blocages, des traumatismes, voilà, des choses qui demanderaient un travail particulier. Donc voilà, il y a plein de choses un peu qui se mélangent par rapport à tout ça, par rapport à ce que la maladie remet en question. Et il y a aussi le fait d'accepter que physiquement, j'ai de moins en moins les possibilités que j'avais avant. Je perds de la mobilité au niveau d'un bras, j'ai des douleurs, j'ai de la fatigue. Il y a les jours après les chimios qui sont difficiles, la récupération parfois qui est difficile. Donc je peux pas me dire, aujourd'hui, je sais pas, je pars en balade et je vais faire un trotting. Déjà ça m'arrive jamais parce que pour l'instant mes chevaux sont pas prêts à ça en ce moment. Mais surtout, physiquement, je peux rien prévoir. Je peux avoir des envies, mais je peux rien prévoir. Et ça m'oblige encore une fois à une flexibilité, une souplesse, une acceptation qui n'est pas toujours évidente, mais qui est plus facile à accepter avec eux que dans le reste, encore une fois, du quotidien, parce que eux, c'est eux, en fait. Et avec eux, je peux aller au bout du monde, avec eux, je peux aller explorer toutes les facettes de l'être humain, et ouais, je peux aller dans tout avec eux, je pense. Ça m'est arrivé, parfois, de dire aujourd'hui, j'ai envie de monter, mais alors, j'ai aucune énergie. Je vais avoir aucune précision, je peux pas trotter, enfin voilà. J'ai juste envie d'être sur le dos d'Alu, si elle veut bien, de sentir son contact, de sentir sa chaleur, et je sais que c'est des moments qui rééquilibrent profondément en fait, d'être à cheval. Enfin, qui me rééquilibrent en tout cas, mais je sais que c'est le cas pour d'autres personnes. Et donc je me suis dit, puisque je peux en faire moins, je vais en faire moins, mais je vais quand même en faire quelque chose. Si on dit l'équitation c'est la perfection des choses simples, je suis allée vers ça en fait, et de me dire aujourd'hui, on va marcher sur la piste, on va faire les coins de la carrière, et éventuellement, on va faire un peu de figure de base, mais on va les faire précises, posées, calmes. Et en fait, ça a été une séance géniale, parce que j'étais dans une énergie basse, Alu elle aime bien ça, j'étais dans de la concentration sur mon corps, sur mon équilibre, sur l'équilibre de la jument. Et j'allais vraiment sur des choses hyper basiques. On faisait des lignes droites, on tournait, on faisait des lignes droites. Et on a dû faire peut-être, 2 doublés, 2 diagonales et 3 cercles, en gros. Ou même peut-être des quarts de cercle, parce que je revenais droit quand j'avais quelque chose qui me semblait juste dans le corps d'Alu et dans le mien. Et en fait, cette séance-là, ça a été le départ d'une nouvelle façon de travailler avec elle, parce que on manquait de repères dans la carrière jusque-là, parce que travailler en carrière, c'est pas évident quand on ne voit pas. Ça peut être plus facile en manège, parce qu'il y a des murs, donc on les entend, on les perçoit, on les entend. Et ça donne des repères sur lesquels s'appuyer pour avoir une direction plus précise et une meilleure gestion de l'espace. En carrière, les lisses des carrières sont basses, donc on ne les perçoit pas forcément au niveau du visage. Et il y a du vent, qui n'est arrêté par rien. Donc le vent, c'est ma bête noire à cheval. Clairement, quand il y a du vent, parfois je monte pas, ou je vais avoir besoin d'avoir des repères sonores hyper précis et hyper saillants, et c'est pas toujours possible. Donc parfois je préfère ne pas monter ou rester à pied un petit peu, mais bon voilà, c'est jamais très précis. Et donc je pense qu'on a eu, à force de travailler seul, on a eu des moments où en fait il y avait des choses qu'on n'arrivait pas forcément à faire correctement parce que je n'étais pas assez précise. Et donc là, cette séance-là, elle a permis de dire ok, la carrière elle est comme ça, là tu sens on est en descente, donc on est dans ce sens-là, là tu sens le sol est un peu plus dur, là il y a la route qui est plus proche, là je sais qu'Alu elle a tendance à couper ce coin-là, donc je sais où on est. Et en fait j'ai commencé à prendre des repères dans la carrière à partir de cette séance-là, qui en plus était hyper chouette parce qu'on était vraiment dans de la lenteur et dans de la précision. Et à partir de là, j'ai commencé à pouvoir travailler beaucoup mieux, beaucoup plus précisément dans mes décisions, et même au trot. J'ai fait plusieurs séances où j'étais avec quelqu'un à pied qui pouvait me guider vocalement pour garder la piste, etc.
Même au trot, j'ai fait une séance seule parce que je sentais que j'avais des meilleurs repères. Bon, c'était pas parfait, il y avait des moments où ça allait un peu vite et j'étais un peu perdue, mais globalement, j'ai récupéré des repères intéressants et j'ai réussi à faire une séance, à obtenir des choses qui me convenaient. Et peut-être que ça serait arrivé, mais je sais pas si en n'étant pas malade, j'aurais pris ce temps-là et j'aurais eu cette envie de lenteur et cette envie de... J'aime bien travailler dans la lenteur, mais vraiment là, de revenir à quelque chose d'hyper basique et de me dire, mais aucun objectif de réussite, juste, à la base, j'ai envie d'être à cheval, c'est tout. Et on verra ce qui se présente et on verra en fait ce qu'on fait avec cette base-là. Ça change un peu l'intention avec laquelle j'arrive maintenant les voir. J'ai envie de faire des choses, mais je sais qu'eux sont pas toujours disponibles. Mais moi, qui ai toujours eu l'habitude que mon corps soit OK avec ce que je voulais, enfin depuis que je le respecte en tout cas et que j'ai appris à comprendre comment il fonctionne, là j'ai plus ça. Là j'ai plus la stabilité de me dire si j'ai envie de partir 2 heures en balade demain, je peux le faire parce que je suis entraînée, parce que physiquement je vais bien. Là c'est pas possible, c'est plus possible. Donc si ça se présente et que j'y arrive, c'est chouette. Mais maintenant j'ai accepté que dans l'ensemble je pense que c'est plus possible. Et j'essaie d'en faire quelque chose pour ne pas être dans la déception, la tristesse, la frustration. Ça m'arrive, la frustration évidemment. Mais le fait de choisir d'en faire quelque chose, je dis ok, aujourd'hui, j'ai pas l'énergie de monter de façon plus sportive ou plus technique. On va faire du très simple, mais on va le faire bien. Aujourd'hui, j'ai plus d'énergie, on va refaire une séance plus active, on va travailler au trot. Aujourd'hui, j'ai un immense besoin de nature parce que ça va pas, que j'en ai marre de vivre en ville et que voilà, ça va pas sur plein de plans, j'ai besoin de la forêt. On va aller en forêt avec celui des deux qui est ok, ou les deux, et on va prendre le temps, et voilà. Et il y a vraiment cet enseignement-là on va faire avec ce qui se présente, avec des idées, des envies, mais on va beaucoup mieux s'adapter au changement, à l'imprévu, que ce soit de ma part ou de la leur. Et puis on peut y trouver du confort et de l'intérêt malgré tout. Et c'est quelque chose que j'ai envie de poursuivre et d'approfondir avec eux parce que je sais pas combien de temps je peux passer encore avec eux. Peut-être longtemps, peut-être pas du tout. Et de ce fait-là, il y a cet équilibre à trouver entre... J'ai envie de faire plein de choses avec eux parce qu'il y a plein de rêves que j'ai et que je voudrais avoir le temps de réaliser. Là, je voudrais partir en dextre avec les deux, par exemple, d'être à cheval sur Razia et puis de mener à en longe pour qu'elle se rassure en forêt, puis de partir avec les deux. Et enfin, voilà. C'est un rêve que j'ai depuis que Razia est arrivée. On va aller vers ça, on va essayer. Et à la fois, réaliser les rêves que j'ai dans la mesure du possible, sans attendre, parce qu'il y a quand même un sentiment d'urgence qui est quand même un peu là, mais sans se mettre la pression, ce qui est un peu encore une fois contradictoire, mais c'est plutôt une intention de se dire j'ai envie d'aller vers ça, donc je vais faire ce qu'il faut pour ça. Maintenant, si j'y arrive pas parce que physiquement je peux pas ou parce que pour des tas de raisons, je vais quand même apprécier les moments que je passe avec eux, même si au final j'ai pas atteint mes objectifs et que c'était pas ce qui était prévu à la base. Donc voilà, je dirais que c'est un peu, si je veux tirer des enseignements un peu de ce que je vis et pas juste dire il y a de la douleur, il y a de la souffrance, il y a des limites, il y a de la fatigue, il y a de l'incertitude, il y a des angoisses. Il y a tout ça, en proportions différentes selon les jours. Mais il n'y a pas que ça et je peux aussi, quand j'en ai l'énergie, décider que non, il n'y a pas que ça. Il y a être encore plus consciente de mon corps, parce qu'il a subi des tas de choses, donc dans tout ce qu'il a subi, je l'ai ressenti très fort. Consciente de mon corps, consciente de mon équilibre, consciente de mes possibilités. Et être encore plus réceptive à ce qu'eux peuvent ressentir. Parce qu'encore une fois, je suis passée par des états émotionnels vraiment intenses. Et puis juste me satisfaire en même temps de la chance que j'ai d'avoir ces deux chevaux-là dans ma vie. Et de continuer à apprendre avec eux et de continuer à passer du temps avec eux. Même si un jour je peux plus rien faire avec eux, je sais que me poser dans le pré avec eux et juste savoir qu'ils sont là, ce sera un réconfort de toute façon, ce sera un soutien de toute façon. Et juste leur présence, au-delà de faire quelque chose ensemble, leur simple présence, elle a toujours été importante, mais elle a pris encore plus de force là, ces derniers temps. C'est chercher un peu un équilibre. C'est même pas chercher, c'est juste avoir ses idées en tête, l'envie de faire beaucoup de choses et la conscience de savoir que c'est pas forcément possible, mais qu'entre deux, on va trouver des choses quand même à faire ensemble qui vont nous convenir à tous les trois, sans forcément être en recherche de quelque chose, mais juste
essayer de vivre ça et dans tous les cas être heureuse qu'il soit dans ma vie, tout simplement. Il vient? Oui, je suis. D'accord. Will I stay?